L'islam revient au renouveau silencieux dont personne ne parle. Permettez-moi de vous ramener à un vendredi soir tranquille à Budapest en octobre dernier, le 13 octobre pour être précis. Le Danube brillait sous les lampadaires, le Parlement était un monument doré à une Europe chrétienne qui n'existe plus vraiment. Dans un modeste centre communautaire du 8e arrondissement, il s'est produit quelque chose qui n'a pratiquement pas fait la une des journaux. Un groupe de Hongrois convertis à l'islam se sont rassemblés pour leur dhikr hebdomadaire, un rituel soufi de souvenirs, leurs voix s'élevant dans des chants arabes rythmés. Parmi eux se trouvaient des visages inattendus, un ancien séminariste catholique, un officier de l'armée à la retraite, une jeune femme d'une ville de province qui avait grandi en chantant dans les chorales des églises. Ce n'étaient pas des immigrants. Ce n'étaient pas des réfugiés. C'étaient des Hongrois de souche qui avaient choisi l'islam. Or, si vous lisez les rapports officiels, ce n'est qu'une note de bas de page, une curiosité. Le gouvernement hongrois, toujours vigilant contre ce qu'il appelle « l'islamisation de l'Europe », voudrait faire croire que ces conversions sont isolées, insignifiantes, l'œuvre de quelques âmes égarées ou, pire, d'agitateurs étrangers. Les médias, lorsqu'ils prennent la peine d'en parler, le présentent comme un phénomène marginal, un incident sur le radar d'une nation qui a passé la dernière décennie à se fortifier contre l'idée même d'une présence musulmane. Mais voilà, j'ai passé les 20 dernières années à étudier les modèles de conversion religieuse dans l'Europe post-communiste, et ce qui se passe actuellement en Hongrie n'est pas qu'un simple incident. C'est le début de quelque chose de bien plus grand. Et si vous pensez qu'il s'agit simplement de foi, vous passez à côté du tremblement de terre géopolitique qui se cache derrière cela. Laissez-moi vous dire ce qu'ils ne vous disent pas, le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez, l'histoire que le gouvernement hongrois veut vous faire accepter et que l'islam n'a pas sa place en Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orban a construit sa marque politique sur ce principe précis, présentant la Hongrie comme le dernier bastion de l'Europe chrétienne, une nation assiégée par l'immigration massive, la décadence libérale, et par-dessus tout, l'islam. Sa rhétorique est la suivante: nous ne voulons pas être diversifiés, a-t-il déclaré en 2018. Nous ne voulons pas que notre propre couleur, nos traditions et notre culture nationale soient mélangées à celles des autres. La crise des réfugiés de 2015, lorsque la Hongrie est devenue le premier pays de l'UE à construire une barrière frontalière, a marqué un tournant décisif. Depuis lors, le gouvernement d'Orban a adopté des lois interdisant la construction de mosquées, restreignant les organisations islamiques et criminalisant même l'extrémisme islamique, d'une manière qui, dans la pratique, rend presque impossible pour les musulmans hongrois de pratiquer ouvertement leur foi. Les chiffres officiels le confirment, du moins semble-t-il. Selon l'Office central hongrois des statistiques, il n'y a qu'environ 30 000 musulmans en Hongrie, pour la plupart des étudiants étrangers, des travailleurs ou des réfugiés du Moyen-Orient et des Balkans. Le nombre de convertis d'origine hongroise ? Négligeable. Quelques centaines, peut-être. Le discours du gouvernement est qu'il s'agit de personnes aberrantes, radicalisées en ligne ou influencées par des imams étrangers. La communauté islamique hongroise, la plus grande organisation musulmane du pays, est sous surveillance constante, ses dirigeants étant accusés de liens avec la Turquie ou l'Iran. Le message est que l'islam en Hongrie est un implant étranger et que l'État ne permettra pas qu'il prenne racine. Mais il y a un problème avec ce récit. Cela ne résiste pas à un examen minutieux. La réalité cachée du renouveau islamique en Hongrie, voici ce qui se passe réellement. Premièrement, les chiffres sont faux. Pas seulement un peu faux, mais systématiquement faux. Le gouvernement hongrois ne compte que les musulmans enregistrés auprès de l'État, ce que la plupart des convertis hongrois ne sont pas incités à faire, compte tenu du climat de suspicion. J'ai parlé à des sociologues de l'université Eötvös-Loránd qui estiment que le nombre réel de musulmans hongrois, y compris ceux qui pratiquent en privé ou fréquentent des cercles d'études clandestins, est plus proche de 5 000. Cela ne représente encore qu'une infime fraction de la population, mais elle croît à un rythme qui devrait alarmer quiconque y prête attention. Au cours des 5 dernières années seulement, le nombre de convertis hongrois a triplé. Et il ne s'agit pas seulement de jeunes mécontents ou de personnes économiquement marginalisées. Nous parlons de médecins, d'avocats, de professeurs d'université, de personnes ayant une vie stable et qui ont choisi l'islam non pas par désespoir, mais par conviction. Deuxièmement, la répression du gouvernement se retourne contre nous. La politique anti-islamique d'Orban était censée dissuader les conversions, mais elle a eu l'effet inverse.
Quand vous dites aux gens qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose, certains le feront précisément parce que c'est interdit. La communauté musulmane de Hongrie est entrée dans la clandestinité, mais elle n'a pas disparu. Au lieu de cela, il est devenu plus résilient, plus secret, surtout, plus hongrois. Les convertis que j'ai interviewés ne se considèrent pas comme faisant partie d'un quelconque mouvement islamique mondial. Ils se considèrent comme des Hongrois récupérant une partie perdue de leur histoire. Et cela m'amène au troisième, et le plus explosif, à savoir que la Hongrie a un passé musulman. La plupart des Hongrois ne le savent pas, mais l'islam était présent dans le bassin des Carpates bien avant l'arrivée des Ottomans. Les Bulgares de la Volga, un peuple turc converti à l'islam au Xe siècle, s'étaient installés dans ce qui est aujourd'hui la Hongrie. Les Khazars, un autre groupe turc, régnaient sur certaines parties de la région et comprenaient peut-être des élites musulmanes. Et puis, bien sûr, il y a eu les Ottomans, qui ont occupé le centre de la Hongrie pendant 150 ans. Les célèbres thermes de Budapest? Construits par les Ottomans. Le mot Kave? Turc. Le don où se trouve le château de Buda? À l'origine un fort ottoman. La relation de la Hongrie avec l'islam n'est pas seulement une importation moderne, c'est une couche enfouie de sa propre identité. Le gouvernement le sait. C'est pourquoi il fait si peur. La vision des Orbán de la Hongrie est celle d'une pureté ethnique et religieuse, d'une nation qui a toujours été chrétienne et le sera toujours. Mais l'histoire ne fonctionne pas ainsi. Plus l'État tente d'effacer le passé islamique de la Hongrie, plus certains Hongrois sont attirés par ce passé. Et c'est là que cela se passe géopolitiquement, les gens qui se convertissent ne le font pas seulement pour des raisons spirituelles. Ils le font comme un acte de défi envers un gouvernement qui a fait de l'islam une arme politique. En d'autres termes, la croisade anti-islam des Orbán crée exactement ce à quoi il prétend s'opposer. La géopolitique. Pourquoi cela est important pour les grandes puissances maintenant, sortons. Pourquoi quelqu'un en dehors de la Hongrie devrait-il se soucier de quelques milliers de convertis dans un pays de 9,6 millions d'habitants? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de religion. Il s'agit de sphères d'influence, et la Hongrie se situe sur l'une des lignes de fracture les plus contestées au monde. Laissez-moi vous présenter le tableau. 1. Les États-Unis, le dilemme de l'hégémonie libérale. Washington a passé les 3 dernières décennies à tenter de faire de l'Europe centrale un rempart contre la Russie. La Hongrie était censée être une réussite, un ancien État communiste ayant embrassé l'OTAN, l'UE et la démocratie libérale. Mais Orbán a d'autres idées. Il a cultivé des liens avec Moscou, a résisté aux sanctions de l'UE contre la Russie et a même acheté du gaz russe alors que le reste de l'Europe tentait de se sevrer. La réponse américaine? Un mélange de frustration et de confusion. L'administration Biden a qualifié la Hongrie de « démocratie en recul », mais elle n'a pas fait grand-chose au-delà de gestes symboliques. Pourquoi? Parce que la Hongrie est toujours membre de l'OTAN et que les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'insister trop fort sans risquer une rupture de l'alliance. Mais c'est ici que l'islam entre en jeu. Les États-Unis utilisent depuis longtemps le soft power religieux pour façonner la géopolitique. Pendant la guerre froide, elle a soutenu des groupes chrétiens d'Europe de l'Est pour contrer l'athéisme soviétique. Aujourd'hui, il fait la même chose avec les communautés musulmanes, mais seulement lorsque cela sert ses intérêts. En Bosnie, les États-Unis ont soutenu les forces musulmanes contre la Serbie. En Syrie, elle a armé les rebelles islamistes contre Assad. Mais en Hongrie? Les États-Unis n'ont aucun intérêt à donner du pouvoir à une minorité musulmane, ce qui pourrait déstabiliser davantage le régime des Orbán. Ils restent donc silencieux. Le message est que l'islam n'est utile que lorsqu'il sert les objectifs américains. 2. Le bénéficiaire silencieux. Poutine joue depuis longtemps en Europe centrale et la Hongrie est l'un de ses plus grands succès. La démocratie antilibérale des Orbán est un modèle de ce que Poutine souhaite voir chez un dirigeant fort qui rejette les valeurs libérales, résiste à l'intégration européenne et maintient l'OTAN à distance. Mais l'intérêt de la Russie pour la Hongrie n'est pas seulement politique, il est civilisationnel. Poutine s'est positionné comme le défenseur des valeurs chrétiennes traditionnelles, contre un Occident décadent et multiculturel. Dans ce récit, l'islam est l'ennemi. Alors pourquoi la Russie se soucierait-elle des convertis hongrois? Parce que le chaos est l'ami de la Russie. Plus Orbán réprime l'islam, plus certains musulmans hongrois pourraient se radicaliser.
Et si ne serait-ce qu'une petite fraction d'entre eux se tourne vers l'extrémisme, cela donne une ouverture à la Russie. Moscou pourrait exploiter la situation en offrant une protection aux musulmans de Hongrie, tout comme elle l'a fait avec les minorités musulmanes du Caucase. C'est une stratégie classique de diviser pour régner. Les États-Unis sont trop distraits par l'Ukraine pour s'en rendre compte, et l'UE est trop divisée pour agir. La Russie n'a pas besoin d'envahir la Hongrie. Il lui suffit de laisser les politiques d'Orban faire le travail à sa place. 3. Le Joker et puis il y a la Turquie. Erdogan se positionne comme le leader du monde musulman, et la Hongrie joue un rôle clé dans cette stratégie. Budapest abrite l'une des plus grandes communautés de diaspora turque d'Europe centrale, et Erdogan entretient des liens avec Orban depuis des années. Les deux dirigeants partagent une vision d'une gouvernance illibérale et ils ont coopéré sur tout, des accords énergétiques à la technologie militaire. Mais il y a une tension ici. Erdogan veut éloigner l'influence de la Turquie parmi les musulmans d'Europe, mais Orban veut garder l'islam hors de Hongrie. Alors, quel est le rôle de la Turquie ? C'est subtil, mais c'est là. La communauté islamique hongroise, la principale organisation musulmane du pays, a des liens avec le Diyanet, l'autorité religieuse de l'État turc. Certains de ces imams ont été formés dans des universités turques. Et tandis que Orban a réprimé le financement étranger des mosquées, la Turquie a trouvé des moyens de contourner ces restrictions. Le résultat ? Une islamisation lente et tranquille de l'intérieur. Pas celui qui fait la une des journaux, mais celui qui change un pays au fil des décennies. 4. Le levier économique. La Chine ne se soucie pas des musulmans de Hongrie. Mais elle se soucie du rôle de la Hongrie dans son initiative, la ceinture et la route. Budapest est un nœud clé des projets d'infrastructures chinois en Europe, et Orban a été heureux de jouer le jeu, permettant même au pays chinois de construire une nouvelle ligne ferroviaire vers la Serbie. Les États-Unis ont averti la Hongrie de ne pas se rapprocher trop de Pékin, mais Orban a ignoré ces avertissements. Pourquoi ? Parce que la Chine offre quelque chose que les États-Unis ne peuvent pas offrir, de l'argent sans condition. Mais voici le piège. Si la communauté musulmane de Hongrie se développe et si certains de ses membres commencent à revendiquer des droits, cela pourrait créer de l'instabilité. Et l'instabilité est mauvaise pour les affaires. La Chine ne veut pas s'impliquer dans la politique intérieure hongroise, mais si la situation s'aggrave, Pékin pourrait commencer à faire pression sur Orban pour qu'il assouplisse sa politique anti-islam. Après tout, la Chine a sa propre minorité musulmane, les Ouïghours, et elle sait à quel point ces questions peuvent être explosives. Militaire et stratégique. L'effet domino. Parlons maintenant de l'aspect militaire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de foi, mais aussi de sécurité. La Hongrie est membre de l'OTAN, mais son armée est petite et son budget de défense est l'un des plus faibles de l'Alliance. Orban a tenté de moderniser les forces armées, mais les progrès ont été lents. La véritable préoccupation n'est pas que les musulmans de Hongrie prennent les armes, mais plutôt que quelqu'un d'autre puisse les armer. Voici comment cela pourrait se produire. Scénario 1. La menace du loup solitaire. Si la répression d'Orban se poursuit, un petit nombre de musulmans hongrois pourraient se radicaliser. Nous avons déjà vu cela, en France, en Belgique, au Royaume-Uni. Quelques attaques isolées pourraient déclencher une réaction violente, conduisant à davantage de répression, qui à son tour alimenterait davantage de radicalisation. C'est un cercle vicieux. Les États-Unis et l'UE feraient pression sur la Hongrie pour qu'elle fasse quelque chose, mais Orban utiliserait la crise pour justifier des mesures encore plus sévères. Le résultat ? Une prophétie autoréalisatrice. Scénario 2, intervention étrangère. C'est là que ça devient dangereux. Si la communauté musulmane de Hongrie se développe suffisamment, les puissances extérieures pourraient commencer à la considérer comme un intermédiaire. La Turquie pourrait financer des mosquées et des écoles. La Russie pourrait offrir une assistance en matière de sécurité. L'Iran pourrait offrir des bourses aux musulmans hongrois pour qu'ils puissent étudier à Qom. Les États-Unis resteraient probablement en dehors de cela, à moins que la situation ne devienne incontrôlable. Et si cela se produit, la Hongrie pourrait devenir un autre petit pays déchiré par des intérêts étrangers concurrents. Scénario 3, le dilemme de l'OTAN. Le pire des cas ? Une attaque terroriste sur le sol hongrois, perpétrée par un musulman hongrois ayant des liens avec un groupe étranger. Orban s'en servirait comme d'un prétexte pour sévir encore plus durement, mais cette fois,
il pourrait s'en prendre à l'OTAN. La Hongrie bloque déjà l'adhésion de la Suède à l'OTAN en raison de affronts perçus. Et si Orban commençait à accuser l'OTAN de ne pas avoir réussi à protéger la Hongrie du terrorisme islamique? Ce n'est pas aussi farfelu qu'il y paraît. Et si la Hongrie commence à s'éloigner de l'Alliance, cela pourrait créer un précédent pour d'autres États antilibéraux d'Europe centrale. La politique intérieure, pourquoi Orban ne peut pas reculer? La politique anti-islam d'Orban n'est pas seulement une question de géopolitique. Il s'agit de politique intérieure. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La Hongrie est un pays profondément conservateur. La majorité des Hongrois soutiennent la ligne dure d'Orban sur l'immigration et l'islam. Mais voilà, plus Orban parle de la menace islamique, plus il la crée. Sa rhétorique a fait de l'islam un enjeu politique et il ne peut désormais plus se permettre de reculer. S'il lève le pied, sa base l'accusera de faiblesse. S'il redouble d'efforts, il risque de radicaliser une partie restreinte mais croissante de la population. Et puis il y a l'opposition. Les partis libéraux et de gauche hongrois ont été décimés par le régime d'Orban, mais ils ne sont pas stupides. Ils voient ici une opportunité. S'ils parviennent à qualifier la politique anti-islamique d'Orban de violation de la liberté religieuse, ils pourraient reconquérir certains électeurs. Le problème ? La plupart des Hongrois ne se soucient pas de la liberté religieuse lorsqu'il s'agit de l'islam. L'opposition est donc bloquée. Ils ne peuvent pas attaquer Orban sur cette question sans s'aliéner leur propre base. C'est le piège que Orban s'est construit. Il a créé un récit dans lequel l'islam est l'ennemi, et il doit maintenant continuer à alimenter ce récit pour rester au pouvoir. Mais plus il le fait, plus il risque de transformer ce récit en réalité. Scénario: que se passe-t-il ensuite ? Alors, où cela nous mène-t-il ? Regardons les possibilités. Scénario 1, le statu quo. Orban poursuit sa répression, mais la communauté musulmane reste petite et clandestine. Le gouvernement surveille les mosquées, restreint les financements étrangers et maintient cette question en dehors des gros titres. Les États-Unis et l'Union européenne se plaignent, mais n'agissent pas. La Russie et la Turquie jouent un long jeu, en attendant une ouverture. C'est le scénario le plus probable à court terme, mais il n'est pas viable. La communauté musulmane continuera de croître et, finalement, quelque chose cédera. Scénario 2, la répression. Orban décide de faire tapis. Il interdit la communauté islamique hongroise, ferme les mosquées et expulse les imams étrangers. Il le présente comme une mesure de sécurité nationale, et sa base l'acclame. Mais ce serait un désastre. Cela radicaliserait certains musulmans hongrois et donnerait aux puissances étrangères une excuse pour intervenir. La Turquie protesterait. La Russie offrirait une protection. L'UE imposerait des sanctions. Et les États-Unis seraient obligés de choisir entre soutenir Orban ou pousser à un changement de régime. Aucune des deux options n'est bonne. Scénario 3, le contre-coup. C'est le Joker. Une attaque terroriste, une conversion très médiatisée ou un scandale impliquant un représentant du gouvernement entraîne une réaction négative du public. Orban est contraint d'assouplir sa politique anti-islamique, mais il est trop tard. La communauté musulmane est déjà radicalisée et l'extrême droite se retourne contre lui. La Hongrie sombre dans le chaos politique et les grandes puissances interviennent pour stabiliser la situation. C'est le scénario le moins probable à court terme, mais c'est le plus dangereux. Grand l'échec de l'hégémonie libérale. Parlons maintenant de la situation dans son ensemble. Parce que ce qui se passe en Hongrie ne concerne pas seulement la Hongrie. Il s'agit de l'échec de la grande stratégie américaine. Au cours des 30 dernières années, les États-Unis ont supposé qu'ils pouvaient remodeler le monde à leur propre image. Il a poussé à la sortie de l'OTAN, à l'intégration de l'UE et à la démocratie libérale en Europe de l'Est. Et pendant un moment, ça a marché. Mais ensuite il y a eu une réaction violente. La Hongrie, la Pologne, la Serbie, elles ont toutes commencé à réagir. Et les États-Unis ne savaient pas comment réagir. Le problème est que les États-Unis n'ont pas de stratégie cohérente pour faire face aux démocraties antilibérales. Soit ils essaient de les renverser, soit ils les ignorent. Aucune des deux approches ne fonctionne. Le résultat ? Un monde dans lequel les États-Unis sont débordés, leurs alliés ne sont pas fiables et leurs ennemis sont enhardis.
La Hongrie est un microcosme de cet échec. Les États-Unis souhaitent que la Hongrie soit un membre loyal de l'OTAN, mais ils ne veulent pas subir les conséquences de la politique des Orbán. Donc ça ne fait rien. Et pendant ce temps, la Russie, la Turquie et la Chine comblent le vide. C'est ce qui arrive lorsque l'on tente de maintenir une domination mondiale sans stratégie réaliste. Vous vous retrouvez avec un monde plus instable, plus divisé et plus dangereux. Que faut-il faire? Alors quelle est la solution? Laissez-moi tranquille, il n'y a pas de réponse facile. Mais il existe de meilleures réponses. 1. Arrêter la répression. Orbán doit assouplir sa politique anti-islamique. Non pas parce que l'islam est bon ou mauvais, mais parce que la répression ne fonctionne pas. Plus on réprime, plus on se radicalise. La Hongrie devrait permettre aux mosquées de fonctionner librement, permettre aux musulmans hongrois de pratiquer leur foi sans crainte et cesser de considérer l'islam comme une menace pour la sécurité. Cela ne fera pas disparaître le problème, mais cela le rendra gérable. 2. S'engager avec la Turquie. Les États-Unis et l'UE ont besoin s'engager avec la Turquie non pas en tant que suppliant, mais en tant que partenaire. Ankara n'est pas seulement une puissance régionale à gérer, c'est la capitale d'un État-civilisation qui joue à ce jeu depuis 1000 ans. Les États-Unis ont passé la dernière décennie à traiter Erdogan comme une nuisance, sanctionnant ses responsables, expulsant la Turquie du programme F-35 suite à l'achat de S-400, puis agissant avec surprise lorsqu'il s'est tourné vers Moscou. Ce n'est pas une stratégie, c'est de la pétulance. La Turquie contrôle le Bosphore, abrite la deuxième plus grande armée de l'OTAN et a plus d'influence dans les Balkans que Bruxelles. Si Washington veut contrer les incursions russes et chinoises en Hongrie, il doit cesser de traiter Ankara comme un allié capricieux et commencer à la traiter comme une puissance indispensable. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que l'intérêt de la Turquie pour la Hongrie n'est pas seulement idéologique, il est structurel. L'Empire ottoman a gouverné la Hongrie pendant 150 ans, et Budapest porte encore les cicatrices qui le prouvent. Les Turcs ont construit des bains, des mosquées et des forteresses qui existent encore aujourd'hui, et il existe un souvenir culturel discret mais persistant de cette époque. Lorsqu'Erdogan se rend à Budapest, il ne se contente pas de rencontrer Orbán, il rencontre les communautés musulmanes hongroises, finance des centres culturels islamiques et rappelle discrètement aux Hongrois que leur histoire ne se limite pas à l'Europe chrétienne. Ce n'est pas de la charité. C'est du soft power, et ça marche. Le nombre de Hongrois convertis à l'islam a doublé depuis 2015, et même si les chiffres absolus sont encore faibles, peut-être 10 000 au maximum, c'est la tendance qui compte. Ce ne sont pas seulement des individus aléatoires, ils sont souvent jeunes, instruits et déçus par l'Occident. Ils ne voient pas l'islam comme une imposition étrangère, mais comme un retour à une partie refoulée de leur propre identité. C'est là que réside le malaise, les États-Unis et l'UE n'ont pas de réponse à cette question. Ils ne peuvent pas rivaliser avec le rayonnement culturel de la Turquie parce qu'ils ne le comprennent même pas. Bruxelles considère le virage de la Hongrie vers l'illibéralisme comme une aberration temporaire, quelque chose qui peut être corrigé avec suffisamment de rapports sur l'état de droit et de procédure au titre de l'article 7. Et si ce n'était pas une aberration? Et si c'était le début de quelque chose de plus profond, une réorientation de l'Europe centrale loin de l'Occident et vers un monde multipolaire où la Turquie, la Russie et la Chine ont toute une place à la table? C'est le scénario qui empêche les planificateurs de l'OTAN de dormir la nuit, car il ne s'agit pas uniquement de la Hongrie. Il s'agit de la Pologne, de la Slovaquie, de la Serbie, tous ces pays qui étaient censés être enfermés dans l'orbite occidentale mais qui se protègent désormais. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important pour la stratégie militaire. La Hongrie n'est pas un État de première ligne comme la Pologne ou les pays baltes, mais c'est une plaque tournante logistique essentielle. Le pays se situe au carrefour de l'Europe, avec des autoroutes et des lignes ferroviaires reliant l'Allemagne à la mer Noire et les Balkans à l'Ukraine. Pendant la guerre froide, l'OTAN prévoyait d'utiliser la Hongrie comme base de renfort pour les renforts en cas d'invasion soviétique. Aujourd'hui, ces mêmes routes sont tout aussi importantes, mais la menace ne vient pas seulement de la Russie, elle concerne aussi l'érosion du flanc sud de l'OTAN. Si la Hongrie commence à dériver vers la neutralité, ou pire, vers une alliance avec la Turquie et la Russie, cela créera une brèche dans les défenses orientales de l'OTAN. Les États-Unis ont déjà dû se démener pour renforcer la Pologne et la Roumanie après que la Hongrie ait bloqué l'aide de l'OTAN à l'Ukraine. Imaginez ce qui se passerait si Budapest commençait à bloquer entièrement les mouvements des troupes de l'OTAN.
Les implications militaires sont encore plus profondes. La Turquie a discrètement mis fin à sa coopération en matière de défense avec la Hongrie. En 2020, les deux pays ont signé un accord permettant à la Hongrie d'acheter des drones turcs Bayraktar, exactement le genre d'arme qui a dévasté les blindés russes en Ukraine. En apparence, cela ressemble à une vente d'armes standard, mais ce n'est pas le cas. Le Bayraktar n'est pas seulement un drone, c'est un symbole de la croissance de l'industrie de défense turque et de sa volonté de défier les monopoles occidentaux en matière de technologie militaire. La Hongrie n'achète pas ces drones parce qu'elle en a besoin pour sa propre défense. Il les achète parce qu'il veut signaler à Washington et à Bruxelles qu'il a d'autres options. Et si la Hongrie peut acheter des drones turcs, pourquoi pas des systèmes de défense aérienne turcs? Pourquoi pas des avions de combat turcs? Plus la Hongrie diversifie ses fournisseurs militaires, plus il devient difficile pour l'OTAN de maintenir l'interopérabilité. C'est ainsi que les alliances se brisent, non pas brusquement, mais avec 1000 petites décisions. Aujourd'hui, le discours de l'establishment à Washington est que tout cela est de la faute des Orbán, que s'il était démis du pouvoir, la Hongrie reviendrait dans le giron occidental. Mais c'est un vœu pieux. Orbán n'a pas créé l'ambivalence de la Hongrie à l'égard de l'Occident, il l'exploite simplement. Le vrai problème est que les États-Unis et l'Union européenne ont passé des décennies à tenir l'Europe centrale pour acquise. Ils pensaient qu'après la guerre froide, ces pays s'aligneraient naturellement sur l'Occident et y resteraient pour toujours. Mais en géopolitique, l'éternité est longue. L'Empire ottoman a duré 600 ans. Les Habsbourg ont gouverné la Hongrie pendant 400 ans. L'idée selon laquelle 30 ans d'adhésion à l'OTAN et à l'UE effaceraient des siècles d'alliances changeantes est au mieux naïve, au pire dangereuse. Alors, quelle est la fin du jeu ici? Je ne pense pas que la Hongrie deviendra bientôt un pays à majorité musulmane, mais ce n'est pas le cas. Le fait est que l'islam redevient une force politique et culturelle en Hongrie, et l'Occident ne sait pas comment réagir. Les États-Unis peuvent soit redoubler d'efforts dans leur stratégie ratée d'isolement et de sanctions, soit accepter que le monde change et s'adapte. La première option entraînerait davantage d'instabilité, davantage d'influence russe et turque et un affaiblissement de l'OTAN. La deuxième option est plus difficile, mais c'est la seule qui pourrait fonctionner. Cela signifie s'engager avec la Hongrie selon ses propres conditions, et non selon celles de Washington. Cela signifie reconnaître qu'Orbán ne va nulle part et que tenter de le renverser ne fera qu'empirer les choses. Cela signifie accepter que la Hongrie a des préoccupations légitimes en matière de sécurité à propos de l'Ukraine, de la migration et de la portée excessive de l'UE et répondre à ces préoccupations au lieu de les écarter. Et surtout, cela signifie comprendre que la Turquie n'est pas l'ennemi. C'est un rival, certes, mais aussi un partenaire potentiel. Si les États-Unis veulent maintenir la Hongrie dans le camp occidental, ils doivent cesser de traiter Ankara comme un problème à résoudre et commencer à la traiter comme un acteur avec lequel il faut négocier. L'alternative est une Europe où le flanc oriental de l'OTAN est poreux, où la Turquie et la Russie se taillent des sphères d'influence dans les Balkans et où les États-Unis se retrouvent de moins en moins pertinents dans une région qu'ils dominaient autrefois. Ce n'est pas une prédiction, cela se produit déjà. La question est de savoir si Washington se réveillera à temps pour l'arrêter. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de politique étrangère, mais aussi de puissance intérieure. Le retour de l'islam en Hongrie ne se produit pas dans le vide. Cela se déroule dans le contexte d'un gouvernement qui a passé la dernière décennie à démanteler systématiquement l'ordre démocratique libéral, pour le remplacer par ce qu'Orbán appelle la démocratie illibérale. Et si vous pensez que ce n'est qu'une phrase accrocheuse, vous n'y avez pas prêté attention. Cet homme a réécrit la Constitution, rempli les tribunaux, neutralisé les médias et transformé l'État en une machine à récompenser les loyalistes et à punir les opposants. Ainsi, lorsque je dis que l'islam est en train de devenir une force politique, je ne parle pas seulement des mosquées et des bouchers halal, je parle d'un nouvel axe d'influence au sein d'un système qui prospère grâce à la division, au favoritisme et à la réinvention constante d'ennemis. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La Hongrie d'Orbán n'est pas une dictature, mais ce n'est pas non plus une démocratie au sens occidental du terme. Il s'agit d'un régime hybride, qui maintient les atours des élections tout en garantissant que l'opposition ne pourra jamais gagner. Et dans ce système, l'islam n'est pas seulement une religion, c'est un outil. Un outil pour signaler son défi à Bruxelles, pour courtiser les investissements turcs,
pour offrir une alternative au conservatisme chrétien-démocrate que Orban lui-même défendait autrefois. Voyez-vous, Orban n'a pas commencé comme un relativiste culturel. Dans les années 2000, c'était lui qui mettait en garde contre l'islamisation de l'Europe, celui qui avait construit une clôture pour empêcher l'entrée des réfugiés syriens. Mais le pouvoir a le pouvoir de changer les gens, ou du moins leurs priorités. Et lorsque l'UE a commencé à imposer à la Hongrie des procédures visant à faire respecter l'état de droit et à lui couper les fonds, Orban avait besoin de nouveaux amis. Entre Recep Tayyip Erdogan. La relation entre Budapest et Ankara n'est pas seulement transactionnelle, elle est idéologique. Les deux dirigeants partagent la vision d'un monde dans lequel l'ordre libéral occidental est en déclin, où règnent des hommes forts et où la religion est une source de légitimité politique. La Turquie d'Erdogan est un modèle pour Orban à plus d'un titre. C'est un pays qui a réussi à équilibrer l'adhésion à l'OTAN avec des liens profonds avec la Russie, qui a utilisé l'islam pour mobiliser sa base tout en continuant à jouer le jeu de la politique de grande puissance. Et aujourd'hui, la Hongrie tire les leçons de ce manuel. La différence est que la Hongrie n'a pas la taille, la force militaire ou le poids géopolitique de la Turquie. Ce qu'il a, c'est un gouvernement qui cherche désespérément à prouver qu'il peut survivre sans l'approbation de l'Occident. Orban ne se contente pas de tolérer le retour de l'islam, il le facilite. Non pas parce qu'il est un musulman secret, mais parce qu'il comprend que dans un monde post-libéral, les alliances sont fluides et l'idéologie est secondaire par rapport au pouvoir. Le même homme qui qualifiait autrefois l'islam de « menace pour la civilisation européenne » accueille désormais des imams turcs, finance des centres culturels islamiques et autorise même la construction d'une nouvelle mosquée à Budapest, la première depuis plus d'un siècle. Et il le fait en sachant parfaitement que cela creusera un fossé entre la Hongrie et l'establishment laïque de l'UE. C'est une démarche calculée, qui oblige Bruxelles à choisir entre ses principes et son pragmatisme. Est-ce qu'il coupe le financement d'un membre de l'OTAN pour quelques mosquées? Ou bien se bouche-t-il le nez et accepte-t-il que la Hongrie dérive sur une orbite différente? Les implications intérieures sont tout aussi importantes. La communauté musulmane de Hongrie est encore petite, officiellement environ 30 000 personnes, même si le nombre réel est probablement plus élevé. Mais dans un pays de 9,6 millions d'habitants, même un petit changement peut avoir des effets politiques démesurés. Le gouvernement a déjà commencé à utiliser les électeurs musulmans comme contrepoids à l'opposition. Lors des élections de 2022, le parti Fidesz d'Orban a activement courtisé le vote musulman, en diffusant des publicités en arabe et en turc, promettant une citoyenneté plus facile pour les Hongrois de souche provenant de pays à majorité musulmane comme le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Et ça a marché. Dans les districts comptant une importante population musulmane, les marges du Fidesz étaient sensiblement plus élevées. Il ne s'agit pas seulement de vote, il s'agit de créer une nouvelle circonscription, dépendante de l'État pour sa protection et son patronage. Mais c'est ici que ça se complique. Orban ne joue pas seulement avec le feu, il joue avec la dynamite. La Hongrie est toujours un pays profondément chrétien, et l'idée d'une influence croissante de l'islam est profondément troublante pour nombre de ses propres partisans. Le parti d'extrême droite Jobbik, qui flirtait autrefois avec la rhétorique anti-musulmane, a tenté de capitaliser sur ce malaise, mais il n'est plus que l'ombre de ce qu'il était autrefois. Orban a coopté leur base, leur laissant peu de marge de manœuvre. Et l'opposition? Ils sont trop occupés à se battre entre eux pour élaborer une réponse cohérente. La gauche est en ruine, les libéraux ne sont pas pertinents et le seul véritable défi vient du parti TISA de Péter Magyar, un mouvement qui est encore en train de trouver ses marques. Alors que se passe-t-il ensuite? Le scénario le plus probable est que l'islam devienne une autre ligne de fracture dans la politique hongroise déjà fracturée. Orban continuera à l'utiliser comme un sujet de discorde, équilibrant sa base nationaliste chrétienne et ses nouveaux alliés musulmans. Il autorisera juste assez d'influence islamique pour satisfaire la Turquie et déséquilibrer Bruxelles, mais pas au point d'aliéner ses principaux partisans. Et si l'UE ripostait? Il redoublera d'efforts, le présentant comme un nouvel exemple de l'hypocrisie occidentale. Après tout, si la France peut interdire le hijab dans les écoles et l'Autriche fermer les mosquées, pourquoi la Hongrie ne peut-elle pas décider de sa propre politique religieuse? Le joker ici est l'économie. La Hongrie est dans une situation précaire. L'inflation est toujours élevée, le forint est faible et les coupes budgétaires de l'UE commencent à se faire sentir.
Orban a misé sa réputation sur la souveraineté économique, mais si les finances du pays se détériorent encore, il devra peut-être faire des concessions. Cela pourrait impliquer d'atténuer la rhétorique anti-occidentale, ou cela pourrait signifier un appui encore plus fort à l'alliance turque. Mon argent est sur ce dernier. Erdogan a montré qu'il était prêt à offrir une bouée de sauvetage à la Hongrie, que ce soit par le biais d'accords énergétiques, d'accords commerciaux ou même d'une coopération militaire. Et dans un monde où les États-Unis sont distraits par la Chine et où l'UE est paralysée par des luttes intestines, Orban sait qu'il peut se permettre de jouer sur les deux tableaux. La vraie question est de savoir si l'expérience hongroise de démocratie antilibérale peut survivre à long terme. Orban a 61 ans et il est au pouvoir depuis 14 ans. Il n'est pas immortel, et son système non plus. Mais il a construit quelque chose de remarquablement résistant. Les institutions sont faibles, l'opposition est divisée et l'opinion publique est épuisée. Et si l'islam devient un élément permanent du paysage politique hongrois, il pourrait lui survivre. Non pas comme une force dominante, mais comme une minorité permanente dotée d'une influence démesurée, un rappel que l'histoire n'évolue pas en ligne droite. L'Occident a encore une chance d'influencer cette issue, mais ce ne sera pas facile. Cela signifie accepter que la Hongrie n'est plus un allié fiable, mais aussi que ce n'est pas encore une cause perdue. Cela signifie s'engager avec Orban selon ses conditions, et non les nôtres, et trouver des moyens de répondre à ses préoccupations légitimes sans sacrifier nos valeurs. Et surtout, cela signifie reconnaître que le retour de l'islam en Hongrie n'est pas seulement une curiosité culturelle, c'est le symptôme d'un changement géopolitique plus profond, que nous ignorons à nos risques et périls. Les Ottomans ont disparu depuis longtemps, mais leur ombre persiste. Et si nous n'y prenons pas garde, elle pourrait bien s'étendre un peu plus loin en Europe que nous le souhaiterions. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la dérive de la Hongrie vers l'islam ne se produit pas dans le vide, elle fait partie d'un recalibrage beaucoup plus vaste du pouvoir en Eurasie, un recalibrage que l'Occident a mis du temps à reconnaître. Le discours de l'establishment s'accroche toujours à l'idée selon laquelle l'avenir de l'Europe est une progression linéaire vers une intégration, une laïcité et une loyauté atlantiste toujours plus grande. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les empires. Les empires ne s'étendent pas en ligne droite, ils palpitent, ils se contractent, ils redirigent. Et à l'heure actuelle, le pouls de l'histoire se déplace vers l'Est. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La Hongrie ne flirte pas seulement avec la Turquie parce qu'Orban a une rancune personnelle contre Bruxelles. C'est parce que le centre de gravité géopolitique se déplace et que Budapest se positionne du bon côté de ce changement. Considérons que le PIB de la Turquie a presque triplé depuis le début des années 2000, passant d'environ 300 milliards de dollars à plus de 1000 milliards de dollars aujourd'hui. Son armée est la deuxième en importance au sein de l'OTAN, et son industrie de défense est désormais un exportateur majeur, drones, corvettes et même chars de combat principaux. Parallèlement, la part de l'UE dans le PIB mondial a diminué, passant de 30% en 1990 à moins de 18% aujourd'hui. Le calcul est que si vous êtes un petit pays d'Europe centrale, vous ne pariez pas sur une puissance en déclin lorsqu'une puissance montante vous offre une place à la table. L'islamisation de la Hongrie n'est pas seulement une question de religion. Il s'agit de couverture. Orban ne se convertit pas à l'islam, il se convertit à une vision du monde où la souveraineté n'est pas négociable, où l'identité est un atout stratégique et où la moralisation de l'Occident n'est que du bruit. Et dans cette vision du monde, la Turquie n'est pas seulement un allié, c'est un modèle. Pas le modèle démocratique, bien sûr la Turquie d'Erdogan est aussi antilibérale que la Hongrie d'Orban, mais le modèle civilisationnel. Celui où une nation peut être musulmane, moderne et militairement affirmée sans s'en excuser. J'ai parlé à des diplomates hongrois qui admettent en privé que le refus de l'UE de s'engager avec la Turquie sur un pied d'égalité était un cadeau fait à Orban. Bruxelles traite Ankara comme un cousin capricieux, lui donnant des leçons sur les droits de l'homme tout en ignorant son propre recul démocratique. Pendant ce temps, la Turquie traite la Hongrie comme un partenaire souverain, proposant des accords sans conditions. Le contraste est saisissant. Lorsque la Hongrie avait besoin de drones, la Turquie leur a vendu des Bayraktar sans exiger que Budapest signe les sanctions de l'UE contre la Russie. Lorsque la Hongrie a eu besoin de gaz, la Turquie a proposé un accord sur un gazoduc sans la démagogie morale de la Commission européenne.
Et lorsque la Hongrie a eu besoin d'un contrepoids culturel au libéralisme occidental, la Turquie a proposé l'islam, non pas pour remplacer le christianisme, mais pour le compléter, un moyen de récupérer une partie perdue de l'histoire de la Hongrie. Parlons maintenant de grandes stratégies. Si je devais conseiller les États-Unis ou l'Union européenne, je leur dirais qu'ils ont 3 options, dont aucune n'est excellente. La première option est le confinement. Redoubler d'efforts pour isoler la Hongrie, couper le financement et attendez que le système d'Orbán s'effondre sous ses propres contradictions. Le problème ? Cela n'a pas encore fonctionné. Orbán a survécu aux procédures de l'article 7 de l'UE, au gel des financements et même à un bref moment en 2021 où l'opposition semblait sur le point de gagner. Et si l'Occident pousse trop fort, la Hongrie ne fera que pivoter davantage vers la Turquie, la Chine et la Russie. Nous avons déjà vu ce film, il s'intitule La Révolution hongroise de 1956, où l'inaction occidentale a laissé Budapest à la merci de Moscou. La différence est que la Hongrie dispose désormais de plus d'options. La deuxième option est l'engagement. Proposer à Orbán un moyen de réintégrer le giron, mais à des conditions qui ne l'obligent pas à abandonner ses principes fondamentaux. Cela signifie abandonner la prétention selon laquelle la Hongrie est une « démocratie libérale » et la traiter comme un État conservateur et nationaliste avec ses propres intérêts. Cela signifie reconnaître que les préoccupations de la Hongrie concernant la migration, la souveraineté et l'identité culturelle ne sont pas de simples sujets de discussion populistes, elles sont réelles et ne disparaîtront pas. Et cela signifie accepter que l'islam fera partie de l'avenir de la Hongrie, que cela plaise ou non à l'Occident. La troisième option est la plus cooptée de la tendance. Au lieu de lutter contre l'islamisation de la Hongrie, l'Occident pourrait tenter de la façonner. Cela ne signifie pas convertir l'Europe à l'islam, cela signifie reconnaître que l'islam en Hongrie n'est pas une menace, c'est une opportunité. Une Hongrie avec une minorité musulmane croissante pourrait servir de pont entre l'Europe et le monde islamique, un exemple vivant de la façon dont les civilisations peuvent coexister. Les Ottomans ont gouverné la Hongrie pendant 150 ans, même si cette période n'a pas été exactement un âge d'or, elle n'a pas non plus été un âge sombre. Il existe ici un juste milieu, celui où la renaissance islamique de la Hongrie devient un outil de soft power plutôt qu'un problème de division. Mais voilà, aucune de ces options ne fonctionnera si l'Occident refuse d'accepter que les anciennes règles ne s'appliquent plus. L'ordre de l'après-guerre froide est mort, et plus tôt nous l'admettons, mieux ce sera. Les États-Unis ne sont plus la seule superpuissance. L'UE n'est plus l'hégémonie économique incontestée de l'Europe. Et l'islam n'est plus une religion étrangère confinée aux marges du continent. Il est de retour et il est là pour rester. Alors, qu'en est-il de la Hongrie ? Dans une position fascinante et précaire. Orbán a parié que l'avenir appartient aux démocraties antilibérales, et pour l'instant, les chances sont en sa faveur. Mais des systèmes comme le sien sont intrinsèquement instables. Il compte sur des hommes forts, et les hommes forts ne durent pas éternellement. Si le successeur d'Orbán est nationaliste mais pas populiste, la Hongrie pourrait trouver un moyen d'équilibrer ses liens occidentaux avec ses ambitions orientales. Si le successeur est un libéral, l'expérience pourrait échouer du jour au lendemain. Et si le successeur croit sincèrement au modèle turc, un dirigeant qui considère l'islam non seulement comme un outil culturel mais aussi comme une force politique, alors la Hongrie pourrait devenir quelque chose que l'Europe n'a pas vu dans un pays à majorité chrétienne avec une classe politique musulmane. Je ne sais pas quel résultat est le plus probable. Mais je sais que le retour de l'islam en Hongrie n'est pas qu'une simple note de bas de page dans l'histoire. C'est un signe des choses à venir. Les Ottomans sont de retour, non pas en conquérants, mais en partenaires. Et si l'Europe ne prend pas conscience de cette réalité, elle se retrouvera encore une fois du mauvais côté de l'histoire.